présenter, je m'appelle Greg Romano, j'ai 17 ans et je suis gros. Bonjour Greg Romano, l'écolo. Non, je suis pas écolo. Vous parlez des lumières LED. Des lumières LED, en fait, moins d'énergie et surtout Première question, c'est le sketch. En fait, on peut remarquer que tu fais beaucoup d'autodérision, tu parles de toi, de ton physique, enfin voilà, tu es beaucoup sur l'autodérision. Est-ce que c'est quelque chose dont tu souffrais avant? Est-ce que c'est une arme que tu as utilisée pour pas qu'on te casse finalement? Ouais, bien sûr, je préfère me casser moi sur scène plutôt qu'on me casse. Et, non, mais c'est vrai que tout le spectacle est basé sur de l'autodérision. Après, je me moque pas tout le temps de moi, mais... Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es obligé de soulever ton ventre pour voir ta bite, t'es gros. C'est pour ça que j'ai tout misé sur l'humour. La difficulté, c'était pas d'entrer dans du pathétique. C'est-à-dire faire des vannes et que les gens disent « Oh, ouais, il se casse ». Non, c'était vraiment... En fait, je me suis rendu compte que j'avais une vie super drôle. Il m'arrivait plein de trucs, des couilles graves et moins graves. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le raconter sur scène et en faire quelque chose de drôle. C'est-à-dire des trucs plutôt pas drôles, en faire des choses drôles et que les gens rigolent avec moi. Et qu'ils disent « Ah ouais, quand même, il a vraiment eu une vie de merde, celui-là ». D'ailleurs, ton spectacle s'appelle Jamais au bon endroit, jamais au bon moment. C'est ça. Et bon, finalement, tu as quand même la chance de sourire un peu plus. Enfin... Oui, non, mais bien sûr. Je dis jamais au bon endroit au bon moment parce que c'est vrai que dans la vie, j'ai toujours l'impression vraiment de jamais être au bon endroit au bon moment, que ça soit n'importe où, que ça soit par exemple chez le médecin, avec une fille, dans une salle de musculation, tout ça, machin. Et oui, justement, en fait, mon spectacle a vraiment un fil rouge avec un début, un milieu, une fin. Et la fin du spectacle, justement, c'est que je suis sur scène, je remercie le public. Et c'est là où je leur dis que, en fait, bah justement, si j'avais pas eu tous ces problèmes, je ne serais pas là au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire sur scène devant des gens en train de faire ce spectacle. D'accord. Donc c'est un petit peu une pression finalement, si ta vie devient trop parfaite, tu n'auras plus rien à raconter. C'est pour ça, donc voilà. Il faut rester. C'est pour ça, mais c'est pour ça que pour le deuxième spectacle, donc plus tard, ouais, je prendrai complètement une autre direction. Tu vois, je raconte toutes les couilles qui ont pu m'arriver à mes potes, ils me disent putain, mais c'est dingue quoi, ça pourrait faire office d'un film ou d'une série. Et c'est pour ça, bah, je me suis dit, bah allez, montons sur scène et racontons ça. Et je voulais justement savoir l'idée de commencer à écrire ou en tout cas d'être sur scène, elle est venue quand ou suite à quoi? Ben en fait, moi je viens de la radio à la base. J'étais animateur radio, je fais surtout des rôles de sniper et d'auteur. Et en fait justement, j'en parle sur scène, il m'est arrivé une couille en fait en 2008, on m'a décelé une maladie génétique et je me suis fait opérer du cœur. Et j'ai vraiment failli passer sur ce coup-là. Donc, tout de suite, c'est moins drôle là. Et en fait, en sortant de l'hôpital, bah, c'est là où je me suis dit, bah, voilà, il faudrait que tu racontes ton histoire sur scène. J'avais toujours envie de monter sur scène, mais j'étais un peu flippé. Parce que c'est pas le même travail qu'à la radio. Parce que là, on est vraiment devant les gens en direct. Et un jour, en fait, je suis passé devant un café pas loin de chez moi, au Café de Paris, au Churchman Comedy Club. Et je voyais qu'il y avait des scènes ouvertes. Et je me suis inscrit 2 mois à l'avance. Je lui ai dit, vous pouvez me programmer dans 2 mois, parce que moi, il me faut vraiment des dates butoirs, sinon je ne le fais pas. Et donc, je savais que j'allais passer en 2 mois, donc je me suis mis à écrire un premier sketch, en fait, et j'ai fait ma première scène 2 mois après, quoi. Justement, j'ai vu que tu t'écrivais beaucoup, en fait, tu étais auteur aussi pour d'autres personnes. Ouais. Enfin, si je me trompe, tu m'arrêtes, mais tu écris pour Arthur dans le Comédie Club. J'ai écrit pour Arthur, pour l'émission sur Comédie ce soir avec Arthur pendant 2 ans, et là, elle est terminée. J'ai écrit pour Verino aussi une 30aine de passages chez Ruquier. J'ai écrit aussi dans l'émission Roumanoff et les garçons. J'ai écrit aussi pour quelqu'un qui s'appelle Miguel qui est sur Europe 1 dans l'émission de Michel Drucker. Et là j'ai fait ma première chronique moi-même dans l'émission de Roumanoff le samedi. Je l'ai faite samedi dernier. Donc j'essaye en fait de... J'écris beaucoup c'est vrai, mais j'essaye quand même de ne pas tomber dans ce côté auteur en fait. Moi je suis plus... je préfère être sur moi devant de la scène, que ce soit devant un micro ou sur une scène ou devant une caméra. Moi, j'essaie de pas trop, parce que ça c'est le problème aussi souvent quand le spectacle commence, c'est pas ça qui nous rapporte de l'argent, donc on essaye d'avoir des tafs à côté, d'écriture, donc j'essaie, maintenant je fais beaucoup moins d'écriture pour les autres et j'essaie plus de me concentrer sur moi. Tu as pris des cours de théâtre, tu as toujours voulu faire ça ou Non, une reconversion? j'ai toujours un peu fait rire à l'école et tout, après ça veut rien dire, hein. Il y a des gens qui font rire, ils pas forcément sur scène. Mais non, j'ai vraiment appris tout seul. Moi, j'ai très autodidacte, en fait. J'ai appris tout seul. Après, j'ai pas la science infuse. Hein. Je dis pas que je suis Robert De Niro au niveau de la comédie, mais non, je me suis toujours senti à l'aise sur scène. Et donc après, j'ai fait beaucoup de scènes ouvertes. J'en fais encore des plateaux d'humoristes pour m'entraîner, parce qu'il faut tout le temps s'entraîner. J'ai fait partie de l'équipe du Field aussi. Je fais encore partie pendant plus d'1 an. Donc ça, c'est en fait un plateau d'humoristes tous les dimanches au Trévise où
où justement il y a des humoristes qui viennent tester leurs sketchs, et nous, l'équipe d'animation, on écrit des sketchs l'après-midi, et on les teste le soir même. Donc c'est souvent des sketchs qui sont entre de l'écriture et de l'impro, donc ça m'a vraiment énormément fait travailler, et je me suis vraiment amélioré là-dessus, notamment sur l'impro, en faisant ces exercices-là. D'accord. Et la dernière question aussi, avant de parler de ton spectacle, en fait, c'est justement ton metteur en scène, c'est Kian Kojandi. Ouais. Je voulais savoir comment tu l'avais rencontré, comment vous avez été amené à collaborer. En fait, on s'est rencontrés c'était dans un club libertin. Intéressant. C'est pas vrai. Non, en fait, je l'ai rencontré quand j'ai commencé à jouer. On avait créé tous une scène ensemble qui s'appelait le Bordel Club au Théâtre Montmartre-Galabru. Et on était donc plusieurs humoristes, dont Kian, dont Kairon, Navo aussi, qui est le co-auteur de la série Bref. Et il m'avait vu en fait mon passage, il avait beaucoup aimé ce que je faisais et il m'avait proposé un jour d'être mon metteur en scène, donc ça c'était bien avant Bref. Et je dis oui parce que j'aimais vraiment sa vision, sa façon de faire et tout. Et donc là on bosse ensemble et ça se passe super bien. Donc, je l'ai rencontré sur le plateau du Bordel Club. D'ailleurs j'ai lu que tu aurais failli être dans Bref et une fois de plus parce que tu n'étais pas là au bon moment, ça ne s'est pas fait. Il m'a appelé pour jouer dans le premier épisode. Et qui était l'épisode important parce que toutes les personnes importantes de la série étaient dans le premier épisode. Et je pouvais pas parce que j'étais à Nice en fait. Après il m'a proposé un deuxième épisode et j'étais en train de fêter l'anniversaire de ma meilleure amie en Normandie, donc j'ai pas pu venir non plus. Donc finalement en fait j'ai refusé 2 épisodes plutôt importants qui auraient peut-être pu m'avoir un rôle, je sais pas, peut-être plus important. Donc finalement j'étais dispo pour un autre rôle où j'ai un petit rôle où on me voit une demi-seconde. Donc j'étais un peu frustré parce que pour moi c'est quand même l'événement de l'année et même de la décennie en matière de séries. Est-ce que tu pourrais nous parler des thèmes qui vont revenir dans ton spectacle? Les thèmes, je parle de ma naissance, je parle d'une rencontre que j'ai faite sur le site adoptamec.com, je parle des régimes, je parle des salles de musculation, je parle des problèmes de santé que j'ai pu avoir. Je parle aussi d'un plâtre que j'ai eu et d'un séjour que j'ai fait en urgence. Et je parle aussi de ma première relation sexuelle que j'ai eue avec une fille qui s'est très mal passée, puisque j'ai fait une crise de tétanie, tellement j'étais stressé. Ah oui. Donc je raconte ça sur scène. C'est-à-dire que voilà, je prends mon ego, je prends ma fierté, je la mets derrière le rideau et je raconte tout aux gens. Revenons-en à Adopt un mec. Donc justement, c'était ce que j'avais demandé, mais finalement tu m'as déjà répondu. Est-ce que tu allais sur ces sites justement? Ouais, je suis allé sur ce site parce que moi je suis quelqu'un de très timide à la base et je me suis pris au jeu et au début c'était pour rencontrer et après c'est devenu plus un délire en fait et j'ai trouvé ça drôle, les noms de profil. Alors là elle commence à me parler, elle me dit ouais, coucou Brad Pitt 115. Ouais, je m'appelle Brad Pitt 115. Mais il y a souvent des gens qui mettent le pseudo avec le département à côté. Moi je mets le poids directement, j'annonce. Machin tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas écrire un sketch. Après je me dis c'est vrai que le sketch du site de rencontre c'est quand même un thème qui a été vu et revu 2000 fois. Mais je voulais le faire de façon différente, où au début j'avais vraiment un stand-up où je parle un petit peu des choses qu'on peut trouver sur ce genre de site. Et après en fait je fais vraiment une vraie mise en situation. Où alors comme ça tu fais du vélo? Non? T'es pas venu en vélo là? Non, je dis ça parce que tu transpires beaucoup quand même. Non, ça fait de toi une femme brillante, oui. Tu dis aussi femme qui rit à moitié dans ton lit, tu dis que l'adage est faux. Oui, finalement. complètement. Et est-ce que c'est toujours le cas? Oui, bien sûr. Femme qui rit à moitié dans ça marche pas en fait. Mais vraiment, hein, alors les gens disent oui, non mais la fille rigole et tout. Mais l'autre moitié est beaucoup plus difficile à faire. Qu'une fille veut pas sortir avec moi, elle me sort toujours la même excuse. Non mais c'est pas ça Greg, ça n'a rien à voir avec toi, c'est parce qu'en fait j'ai pas envie de casser notre amitié. Alors je réponds, je lui dis écoute, moi non plus, hein, j'ai juste envie de te casser le cul, mais... Ça marche pas ça comme phrase à éviter, hein. Maintenant oui, c'est vrai que ça sert de faire rire. Mais le problème c'est quand on fait rire tout le temps comme ça... Je pense qu'après on perd une certaine crédibilité vis-à-vis de... Par exemple si une personne nous plaît, quand on a envie d'être sérieux justement après... tu me plais, arrête t'es con, allez vas-y refais-moi la blague là. Mais à partir du moment où on commence à être sérieux, les gens me regardent, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, tu fais la tête et tout. Non, c'est juste que là je suis normal en fait, je suis en mode sérieux. Donc je pense qu'on perd une certaine crédibilité. Maintenant c'est sûr que oui, l'humour ça aide dans ces situations, dans des situations comme vaincre la timidité, tout ça machin, mais après ouais non, ça marche pas, le femme qui rit à moitié dans son lit. Et là je la regarde, je lui dis dis donc, t'en as combien au niveau du pourcentage? Elle me dit par rapport à quoi? Je lui dis par rapport au dicton, femme qui rit à moitié dans son lit. Là elle me regarde, elle fait de toute façon, même si je suis à moitié dans ton lit, ton corps ne rentrera jamais dans l'autre moitié. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez une fille? Chez une fille, rigoler avec elle en fait, c'est super important pour moi. C'est-à-dire que, pas forcément qu'elle rigole à mes blagues, mais que moi en fait elle me fasse rire et tout.
Et qu'est-ce qui serait rédhibitoire? Rédhibitoire chez moi, les menteuses. Je supporte pas. Et qu'elles se lavent pas les dents aussi, j'aime pas. La laine. Voilà, la laine, c'est super. Les dents, en fait, moi, c'est con. Mais il y en a qui vont dire, moi, je regarde les seins, je regarde le cul. En fait, moi, je regarde les dents en premier. Est-ce que tu as d'autres projets? Tu pourrais nous parler? Ouais, j'ai d'autres projets. En fait, là, j'avais rencontré en fait un auteur sur la série sur Arthur, sur la mission d'Arthur, qui a écrit une série qui s'appelle Le Buzz, où j'ai le rôle principal avec Noom de la pièce de théâtre Amour sur place à emporter qui joue en ce moment. Et où en fait on a fait une série, donc on a des rendez-vous là pour justement essayer de vendre cette série, où le principe est en fait deux mecs complètement losers qui vivent dans un appartement et qui veulent faire absolument du buzz. Et dans la charte de la série, en fait, c'est vraiment, il y a toujours un people qui est là. Donc le premier épisode qu'on a tourné, qui est monté, c'est avec Brigitte Lahaie, qui est la voisine en fait, et qui demande du sel, et on essaie de négocier à faire un film porno avec elle. Donc à chaque fois, le but, c'est qu'à la fin de l'épisode, il se passe quelque chose qui foire. Il y a un autre truc qui a été signé, où j'écris avec Kairon et Boone, c'est la série Comedy Strip, qui va sortir sur la chaîne Comédie, en fait, qui a un espèce de mélange entre du stand-up et de la vraie fiction. Donc c'est dans un style de Jamel Comedy Club Inside, mais vraiment... Télé-réalité. Voilà, c'est télé-réalité, mais c'est vraiment des fictions qui sont écrites où on essaie vraiment de mettre vraiment beaucoup de vannes. Et je pense que quand les gens vont voir cette série, ça va être bien parce qu'on aura vraiment l'impression après de connaître les humoristes. Et ce qui est bien, c'est qu'après on peut les voir vraiment en live tous les lundis au hôtel de 10h. Qu'est-ce que tu dirais aux lectrices de Paulette pour les inviter à venir voir ton spectacle? Promis, je ne me mettrai pas torse nu, ça c'est déjà sympa. Et si le spectacle ne vous plaît pas, je vous rembourse. Et en plus, j'ai des cadeaux Adopte un mec. Parce que j'ai un partenariat avec le site Adopte un mec, et donc j'ai des petits miroirs, des briquets, des sucettes. Sympa. Merci Lou, et tu as des super beaux. Merci.